Gandhi. Rien que le nom, ça évoque tellement de choses. La lutte pacifique, bien sûr, l'Inde, mais c'est aussi une figure complexe, non ? Ah oui, tout à fait. Complexe et parfois même controversé, c'est vrai. On pense à son influence sur King, sur Mandela. Exactement. Des icônes qui se sont réclamées de lui. Mais justement, au-delà de cette image, qu'est-ce qui reste vraiment de sa pensée, de son action aujourd'hui ? C'est un peu ça l'idée de notre discussion. On va essayer de plonger au cœur de la philosophie de Mohandas Karamchand Gandhi. On a pas mal de sources d'ailleurs. Oui, des analyses qu'il compare à d'autres, des extraits de ses propres textes, des éléments de sa vie et puis le récit d'actions clés comme la fameuse marche du sel. Le but, c'est vraiment d'aller voir derrière l'image un peu simplifiée qu'on en a parfois. C'est ça. Comprendre d'où ça vient, cette démarche si particulière, le satyagraha, l'ahimsa, c'est quoi au fond ? Quels sont les piliers ? La vérité, la discipline, le sacrifice. Et puis, voir comment ça s'est traduit concrètement. D'abord en Afrique du Sud, c'est crucial. Puis en Inde, évidemment. Et surtout, je crois, essayer de saisir la complexité de ce qu'il nous laisse. Son héritage, il fait encore débat. C'est pas juste une histoire qu'on raconte. C'est plus une réflexion sur la puissance et peut-être les limites d'une idée quand même assez radicale. Alors, pour comprendre, il faut peut-être commencer par le commencement. Gandhi naît en 1879 à Porbandar. Sa mère, Putlibai, était très pieuse, c'est ça ? Ancrée dans des traditions qui valorisent l'ahimsa, la non-nuisance. Oui, absolument. Les influences vaishnavistes, jaïnes, elles sont là dès le départ. L'ahimsa, cette idée de non-nuisance envers toute vie, le végétarianisme, le jeûne comme purification, tout ça, ça fait partie de son éducation. Et on raconte souvent cette anecdote du mensonge d'enfance, après lequel il fait vœu de toujours dire la vérité. Ça montre déjà quelque chose. Ça montre une sensibilité, oui, une exigence morale précoce. Mais attention, ces valeurs, c'était d'abord personnel, intime. C'est vraiment l'épreuve de l'Afrique du Sud qui va, transformer tout ça en une véritable philosophie politique, en une stratégie d'action. L'Afrique du Sud. Il y arrive jeune avocat en 1893, et là c'est le choc. La discrimination raciale, de plein fouet. Exactement. Le fameux épisode du train à Pietermaritzburg, le 7 juin 1893, où on le jette d'un wagon de première classe parce qu'il n'est pas blanc, c'est souvent cité comme le déclic. Oui, c'est l'image forte. Et c'est un catalyseur puissant, c'est sûr. Mais ce n'est que le début. Il découvre une ségrégation systématique, humiliante pour la communauté indienne. Les conditions de travail terribles, les restrictions de mouvement, les quartiers séparés, l'interdiction de marcher sur les trottoirs. C'est ça la réalité qu'il affronte. Et face à ça, le jeune avocat, un peu timide, il réagit comment ? Il se transforme en organisateur. Très vite, dès 1894, il fonde le Congrès indien du Natal, une première structure politique pour défendre les droits des Indiens. C'est là que tout commence, en quelque sorte. Et c'est là aussi qu'il commence à élaborer son outil principal, le satyagraha. Précisément. Le moment clé, c'est autour de 1906, au Transvaal. Il y a cette loi noire, comme on l'appelait, qui voulait obliger tous les Asiatiques à s'enregistrer, avec leurs empreintes digitales. Une humiliation totale. C'est en réaction à ça qu'il lance sa première grande campagne et qu'il forge ce terme, satyagraha. Il combine deux mots sanscrits, satya, qui veut dire vérité ou justice, et agraha, la force, la fermeté. La force de la vérité, ou force de l'âme. C'est beaucoup plus actif que l'idée de résistance passive, non ? Ah oui, et c'est fondamental pour lui, cette distinction. Il connaissait Thoreau et sa désobéissance civile, mais il trouvait le mot passif trop faible, presque négatif. Il a aussi beaucoup échangé avec Tolstoï. L'idée d'amour chrétien universel l'a marqué. Mais le satyagraha, pour Gandhi, ce n'est absolument pas de la passivité, ni de la soumission. C'est une lutte active qui demande un courage immense, en fait. Il a cette image très forte, vous savez ? Laquelle ? Il dit « L'idée ne nous viendrait pas que la souris est clémente parce qu'elle se laisse dévorer par le chat. » Voilà. Le satyagraha, c'est l'arme de ceux qui sont forts, moralement. Ce n'est pas une excuse pour la lâcheté, au contraire. C'est intéressant cette idée que c'est une arme pour les forts. Ça va un peu contre l'intuition. Alors, c'est quoi les piliers de cette force ? Vous parliez de vérité, satya, et de non-violence, ahimsa ? Oui, ce sont les deux fondations. Satya, la vérité. Pour lui, c'est pas juste ne pas mentir, c'est s'accrocher à ce qui est juste, à la loi morale, peu importe le prix à payer personnellement.
C'est croire que la justice a une force en elle-même. Et ahimsa, la non-violence, ça va beaucoup plus loin que de ne pas donner de coups. C'est refuser la violence même dans ses pensées, dans ses paroles. C'est un respect profond pour la dignité de l'autre, même de l'adversaire. Une sorte d'amour actif, paradoxalement, au cœur même du conflit. Ne pas avoir de violence même en pensée, c'est incroyablement exigeant comme idéal. Comment est-ce qu'il imaginait que ce soit possible concrètement, surtout en pleine lutte ? Justement, c'est là qu'arrive un autre pilier absolument essentiel, la discipline et l'autopurification. Pour Gandhi, on ne peut pas pratiquer le satyagraha efficacement sans cultiver des vertus personnelles très fortes. Comme quoi, par exemple ? Exactement. La patience, l'humilité, la maîtrise de soi, le détachement matériel. Il était convaincu qu'il fallait se préparer. Et les méthodes pour ça étaient rigoureuses. Le jeûne, très important pour lui, comme un symbole d'engagement, de purification. La prière, la méditation aussi. D'où l'importance des ashrams, j'imagine. Comme celui qu'il a créé près de Johannesburg, la ferme Tolstoï. Exactement. Ces ashrams, c'était bien plus que des communautés de vie. C'était des sortes de laboratoires, des lieux d'expérimentation sociale, spirituelle, mais surtout c'était des centres d'entraînement pour les militants. L'idée, assez radicale, c'est que l'action collective non violente ne pouvait pas tenir face à la répression sans cette préparation intérieure intense, presque ascétique. On y forgeait le caractère des satyagrahis, comme il les appelait. Sans ça, l'action extérieure risquait de s'effondrer. C'est fou comme tout est lié chez lui. Le politique, le personnel, le spirituel, il ne sépare jamais rien. C'est peut-être ça la clé qu'on oublie souvent. Je crois, oui. C'est une vision totalement holistique. Et ça se voit aussi dans son concept de swaraj, l'autonomie. Pour Gandhi, le swaraj, ce n'était pas juste l'indépendance politique de l'Inde vis-à-vis des Britanniques. C'était plus large. Beaucoup plus. C'était aussi la maîtrise de soi, au niveau individuel, la libération spirituelle. Il disait quelque chose comme « le véritable swaraj résultera de l'acquisition des capacités par tous ». C'est une émancipation à tous les niveaux, en fait, personnel, social et politique. Et économique aussi. J'imagine que ça se connecte au Swadeshi. Oui, bien sûr. Les deux sont complètement liés. Le Swadeshi, c'est l'idée d'autosuffisance économique, d'utiliser des produits locaux. Et le symbole fort de ça, c'est devenu le khadi. Ce tissu filé à la main. Exactement, filé et tissé à la main. Et le rouet, le charkha, que Gandhi utilisait tous les jours, est devenu un emblème puissant. L'objectif, c'était de redonner du pouvoir économique au village, de casser la dépendance aux produits anglais, de lutter contre la pauvreté et de redonner de la dignité. Et dans cette vision d'une société plus juste, plus autonome, il y avait aussi sa lutte contre l'intouchabilité. C'était absolument central pour lui. Il appelait les intouchables Harijans, les enfants de Dieu, et il considérait que sans éradiquer cette pratique, il ne pouvait pas y avoir de vrai Swaraj. D'accord. Donc on a posé les bases de sa philosophie, forgée en Afrique du Sud. Quand il revient en Inde, comment est-ce qu'il met tout ça en œuvre à une échelle beaucoup plus grande ? L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la marche du sel en 1930. Oui, la marche du sel, c'est vraiment l'exemple type du satyagraha en action à très grande échelle. Le contexte, c'est que le mouvement pour l'autonomie monte en puissance depuis des années, mais là, Gandhi et le Congrès national indien décident de passer à la vitesse supérieure. Ils ne demandent plus juste l'home rule, l'autonomie, mais l'indépendance complète, Purna Swaraj. Et il lui faut une action forte, symbolique. Voilà. Il cherche quelque chose qui puisse mobiliser tout le monde et qui défie directement le pouvoir britannique sur un point sensible. Et son choix, un peu surprenant au début, se porte sur le sel. Le sel. Pourquoi spécifiquement le sel ? Ça paraît presque trivial aujourd'hui. Ah mais non, c'était un coup de génie, politique et symbolique. Il faut comprendre qu'à l'époque, le gouvernement britannique en Inde avait le monopole absolu sur la récolte et la vente du sel. Et surtout, il y avait une taxe sur le sel. D'accord. Alors, le sel, c'est vital. Tout le monde en a besoin, même les plus pauvres des pauvres. Donc, cette taxe touchait absolument toute la population indienne, sans distinction. C'était ressenti comme une injustice fondamentale, un symbole très concret de l'oppression coloniale au quotidien. Un peu comme la gabelle en France avant la Révolution, si vous voulez. Ah oui, je vois mieux. Et en plus, on leur interdisait de récolter le sel qui était là, naturellement, sur les côtes. Exactement, ce qui rendait la chose encore plus absurde et vexatoire. D'où l'idée de Gandhi de défier cette loi précise. Et alors, comment ça se passe, cette marche ? Racontez-nous un peu. Alors, ça commence le 12 mars 1930. Gandhi quitte son ashram près d'Ahmedabad. Il n'est pas seul, il part avec 79 disciples, mais attention, des disciples triés sur le volet. Ah oui.
Oui, engagé à suivre une discipline de fer pendant toute la marche, prière quotidienne, filer le coton chaque jour, tenir un journal de bord et bien sûr, respecter une non-violence absolue, quoi qu'il arrive. Et ils se mettent en route direction la mer d'Arabie à Dundee. C'est un périple de presque 400 km. Ça va durer 24 jours. Et sur le chemin, Et j'imagine que la foule grossit. énormément. Des dizaines, puis des centaines de milliers de personnes viennent les acclamer, les soutenir. Des gens se joignent à eux sur certaines étapes. Les journalistes du monde entier suivent l'événement. C'est en train de devenir un truc énorme. Finalement, le 6 avril, ils arrivent à Dundee. Et là, Gandhi s'avance vers la mer, il se baisse et il ramasse une poignée de boue salée. Un geste tout simple. Mais c'est un acte de défi ouvert, délibéré. Il viole la loi sur le sel. Et c'est le signal. Le signal pour que tout le monde fasse pareil? Exactement. L'impact est immédiat et massif. Dans toute l'Inde, des millions de gens se mettent à faire leur propre sel, à le vendre au marché noir, à manifester devant les dépôts de sel du gouvernement. Des leaders régionaux lancent d'autres marches, comme Rajagopalachari dans le sud. C'est une vague de désobéissance civile sans précédent. Et la réaction britannique? Brutal, évidemment, on parle de 60 000 arrestations en quelques mois, y compris Gandhi lui-même, qui est emprisonné. Mais ce qui marque les esprits, et ce que les reporters présents racontent au monde entier, c'est la discipline incroyable des manifestants. La non-violence face aux coups? Oui, face aux charges de police, aux coups de latitis et matraques en bambou, les images de manifestants qui se laissent frapper sans réagir, qui se relèvent et continuent de s'avancer pacifiquement, ça fait le tour du monde. C'est là qu'on voit toute la force de cette préparation dont on parlait, de cette discipline du Satyagraha. C'est ça, la force de la vérité en action finalement. Exposer l'injustice par sa propre endurance. C'est exactement ça. Mettre l'oppresseur face à sa propre violence et faire basculer l'opinion publique, internationale et même britannique. Et ça fonctionne. Le vice-roi Lord Irwin finit par devoir négocier directement avec Gandhi. C'est le pacte Gandhi-Irwin en 1931. Et qu'est-ce qu'il obtient? La libération des prisonniers politiques et surtout le droit pour les Indiens de récolter leur propre sel pour leur consommation personnelle. C'est une victoire concrète, mais au-delà de ça, le prestige moral de l'Empire britannique est touché, durablement. Gandhi, lui, est au sommet de sa popularité, de son influence. C'est l'époque où Churchill, excédé, lâche cette phrase célèbre sur le fakir séditieux à moitié nu. Ah oui, on voit bien le tournant que ça représente. Certains comparent ça au Boston Tea Party pour les Américains. Oui, c'est une comparaison qui est souvent faite. C'est vraiment un moment clé sur le chemin de l'indépendance. Et cette influence, elle ne va pas rester confinée à l'Inde. On l'a évoqué au début, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, ils ont explicitement dit s'être inspirés de lui. Oui, l'inspiration est claire, revendiquée même. Mais ce qui est passionnant, c'est de voir comment chacun l'a adapté. Parfois critiqué, parfois dépassé, en fonction de son propre contexte. Ce n'est pas une simple copie. Prenons Martin Luther King par exemple. Quelles sont les spécificités de son approche par rapport à Gandhi? Alors, King, son combat est profondément ancré dans la foi chrétienne. L'idée d'agapé, cet amour désintéressé, rédempteur, c'est central chez lui. Et puis, il y a une utilisation très stratégique, très brillante des médias, la télévision surtout. Chose que Gandhi n'avait pas au début. Voilà. King a compris très tôt le pouvoir de l'image, pour montrer au monde entier la brutalité de la ségrégation dans le sud des États-Unis, et pour susciter l'empathie, la solidarité. C'est une dimension médiatique très forte. Et est-ce que cette utilisation des médias, ou même les sit-ins qui visaient à bloquer l'économie, certains ont pu voir ça comme une forme de coercition, un peu éloignée de l'idéal gandhien le plus pur? Oui, il y a eu ce débat chez certains puristes gandhiens. Est-ce que perturber l'ordre économique, même pacifiquement, c'est encore de la pure non-violence au sens de Gandhi? Mais King, lui, assumait complètement cette dimension stratégique. Il la jugeait nécessaire pour faire plier le système ségrégationniste. D'ailleurs, il admirait profondément Gandhi. Il le voyait comme le plus grand chrétien du monde moderne, justement pour cette radicalité dans l'application de l'amour et de la non-violence. Intéressant. Et pour Nelson Mandela, alors, là, le parcours semble encore différent, avec un rapport plus complexe à la non-violence, non? Ah oui, beaucoup plus complexe. Au début, Mandela et l'ANC, le Congrès national africain, ils sont sur une ligne non violente, influencés par des figures comme Albert Luthuli, qui avait d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix, et s'inspirait de Gandhi. Mais assez vite, face à la violence extrême, et qui ne faisait qu'augmenter, du régime d'apartheid, Mandela commence à douter. Est-ce que la non-violence est vraiment efficace face à un adversaire aussi brutal, qui ne respecte aucune règle? Et le tournant, c'est Sharpeville en 1960, le massacre de manifestants pacifiques.
C'est souvent vu comme le point de non-retour, oui. C'est après ça que l'ANC décide de créer sa branche armée, Umkhonto et Sizwe, la lance de la nation. Et c'est Mandela qui en devient le premier commandant. Ce qui est un changement radical par rapport à Gandhi. Qu'est-ce qui motive ce passage à la lutte armée? L'argument principal de Mandela, et c'est une réflexion qu'il mène depuis les années 50 déjà, c'est que la non-violence, pour fonctionner, ça suppose que l'adversaire ait un minimum de conscience morale, ou qu'il soit sensible à la pression de l'opinion, ou qu'il respecte un cadre légal. Or, selon Mandela, le régime d'apartheid ne cochait aucune de ces cases. Il n'y avait pas de recours légal possible pour les Noirs. Pas de presse libre pour dénoncer les crimes, la télé n'arrive qu'en 1976 en Afrique du Sud, et le régime semblait totalement imperméable à la souffrance infligée. Donc pour lui, continuer la non-violence seule, c'était devenir complice de sa propre oppression, voire une forme de suicide politique. Il a donc conclu, non sans déchirement, à la nécessité d'ajouter une dimension armée à la lutte. Influencé aussi, il faut le dire, par d'autres penseurs, comme Frantz Fanon, sur la violence des colonisatrices. Mais il faut nuancer, les premières actions d'Umkhonto et Sizwe visaient surtout des cibles matérielles, des symboles du régime, postes de police, centrales électriques. Il y avait une volonté, au début du moins, d'éviter les pertes humaines. C'était un pragmatisme difficile. Tout ça pose une question assez fondamentale finalement. Est-ce que la non-violence absolue, comme stratégie, est possible partout, tout le temps? Ou est-ce que ça dépend énormément du contexte, de la nature de l'adversaire? Gandhi lui-même, on lui a parfois reproché un certain idéalisme, non? C'est vraiment le cœur du débat. Et ce qui est intéressant, c'est que Gandhi lui-même n'était peut-être pas aussi dogmatique qu'on le croit parfois. Il a eu des phrases assez nuancées là-dessus. Ah oui Comme quoi? Il a écrit par exemple « J'aimerais mieux que l'Inde défendît son honneur par la force des armes plutôt que de la voir assister lâchement et sans se défendre à sa propre défaite. » Pour lui, la lâcheté était pire que la violence. C'est une nuance importante. Très importante. Et Mandela, d'ailleurs, insistera plus tard sur ce point en disant que pour lui, violence et non-violence n'étaient pas forcément des principes opposés, mais plutôt des tactiques à choisir en fonction des circonstances. Comme le disait l'anthropologue Françoise Héritier, il n'y a sans doute pas de degré zéro de la violence quand on essaye de changer le monde, même avec les idéaux les plus pacifistes. C'est cette force de vérité, oui, mais incroyablement exigeante. Elle lie complètement la résistance politique, une discipline morale presque ascétique et une transformation personnelle très profonde. C'est ça, une approche totale, incarnée dans des actions spectaculaires comme la marche du sel, qui ont vraiment réussi à ébranler un empire. Et l'héritage alors? Il est double, je dirais. D'un côté, c'est clair, une source d'inspiration immense qui continue d'influencer les luttes pour la justice, pour la dignité un peu partout. Mais de l'autre côté, c'est une philosophie dont l'application concrète reste un défi énorme. On l'a vu, elle a été débattue, adaptée, parfois même remise en question par ceux-là même qui s'en inspiraient, comme King et surtout Mandela, parce qu'ils étaient confrontés à des réalités différentes, brutales. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour continuer la réflexion. Dans quelle mesure est-ce que ces principes du satyagraha, qui sont quand même si exigeants, qui sont nés dans un contexte colonial très spécifique et qui reposent sur une spiritualité individuelle très forte, est-ce qu'ils peuvent encore vraiment nous éclairer, nous guider aujourd'hui? Je veux dire, dans nos luttes actuelles pour la justice sociale, pour les droits humains, pour l'environnement, dans ce monde hyper complexe, hyper médiatisé, souvent marqué par une violence plus diffuse peut-être, est-ce que cette discipline intérieure si forte que prenait Gandhi, c'est une condition nécessaire qu'on aurait peut-être un peu oubliée pour que l'action collective soit vraiment efficace, vraiment transformatrice sur le long terme? Voilà, je laisse ça en suspens.